Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun est dans le viseur de la communauté internationale. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la recrudescence de la violence et l'insécurité sur le théâtre de la crise anglophone, entre de graves violations des droits de l'homme et la détérioration de la situation humanitaire. La non-application des recommandations du récent dialogue national suscite de vives critiques à l'ONU. Et pour ne rien arranger, les États-Unis, président du Conseil de sécurité, haussent le ton en exigeant une action urgente concertée sur le Cameroun. Au regard de la pression internationale, la convocation d'une session extraordinaire du Parlement vient d'être annoncée à Yaoundé. Vous suivrez dans ce journal la réaction des parlementaires et les enjeux de la convocation d'une telle session extraordinaire du Parlement. C'est le dossier du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans le chaudron de la crise anglophone, la recrudescence de la violence et l'insécurité préoccupe au plus haut point les Nations Unies. Selon son secrétaire général, il y a de graves violations des droits de l'homme qui se poursuivent et également la détérioration de la situation humanitaire qui inquiète le secrétaire général des Nations Unies dans un rapport qui vient d'être rendu public lors d'une session du Conseil de sécurité. Il tense le gouvernement camerounais qui n'a pas encore mis en application la recommandation du grand dialogue national. Le secrétaire général des Nations Unies qui s'insurge contre l'exclusion des chefs de l'opposition et des groupes armés durant le récent grand dialogue national. Il formule les recommandations et les points saillants de cette sortie du secrétaire général des Nations Unies. C'est avec Donald Brice Kamgan. Le 17e rapport du secrétaire général des Nations Unies transmis au Conseil de sécurité projette la photographie de la situation sociopolitique au Cameroun. Dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, Antonio Guterres informe le Conseil de sécurité de ce que la situation humanitaire est préoccupante. Près de 855 000 enfants déscolarisés du fait de la violence, c'est-à-dire 9 enfants sur 10. 700 000 déplacés, 785 cas de violence basés sur le genre, dont 74 cas de viol jusqu'en juillet dernier. Des assassinats, enlèvements, détentions arbitraires, des attaques contre les infrastructures scolaires et sanitaires, énumère Antonio Guterres. Le SG de l'ONU rend compte également du rétrécissement de l'espace politique pour les partis de l'opposition. Plusieurs manifestations du MRC ont été interdites depuis la libération du président du parti début octobre dernier, après le dialogue national, renseigne le rapport. Afin de garantir le retour à la paix dans les régions anglophones et apaiser le climat politique, Antonio Guterres indique au Conseil de sécurité les mesures qu'il préconise. Ce sont la poursuite du dialogue avec, je cite, toutes les parties intéressées, y compris les groupes armés, les populations locales, la diaspora, les chefs de l'opposition. Le patron de l'ONU appelle par ailleurs d'une part Yaoundé à prendre des mesures de confiance et d'autre part toutes les parties en conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à respecter les droits civils des populations. Au sujet du double scrutin municipal et législatif attendu, le secrétaire général des Nations Unies indique avoir demandé au gouvernement, via son représentant spécial en Afrique centrale, de garantir des élections transparentes. Le rapport de 18 pages brosse globalement les crises sécuritaires et politiques en Afrique centrale et rend compte des mesures proposées pour les conjurer. Cette gestion de la crise anglophone vient d'essuyer les critiques virulentes des États-Unis, président le Conseil de sécurité à l'ONU. Sa représentante qui a dénoncé l'attitude des autorités camerounaises, elle a exigé une action urgente de l'Union africaine et d'autres organisations. Elle est allée même jusqu'à proposer un couloir humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin de venir en aide à ces milliers de déplacés et ces réfugiés, ainsi que ces 855 000 enfants déscolarisés du fait de la crise anglophone. Les États-Unis qui haussent le ton concernant la situation humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, deux régions en guerre depuis près de 2 ans. On fait le point avec Jean-Paul Chouniat.
Réunis au siège des Nations Unies à New York, le Conseil de sécurité, par la voix de l'ambassadrice des États-Unis, demande au gouvernement camerounais et les séparatistes anglophones à se parler pour mettre fin à la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Kelly Knightcraft est représentant des États-Unis au Conseil de sécurité. Nous exhortons tous nos partenaires à s'impliquer à la résolution de la crise au Cameroun, en faisant aussi pression sur le gouvernement camerounais et les séparatistes pour un dialogue sans condition. Pour les yeux et les oreilles de Washington au Conseil de sécurité, la communauté internationale, l'Union africaine, les pays de la CEMAC et les chefs d'État du continent doivent tous s'impliquer au regard de la dégradation de la situation humanitaire et l'insécurité sur le terrain. Kelly Knightcraft, les rapports qui nous parviennent font état des violations des droits humains, des exécutions sommaires, des détentions arbitraires, des tortures en toute impunité. Ceci exige désormais une attention particulière. Au regard de la situation dans les deux régions anglophones, l'ambassadrice américaine Kelly Knightcraft demande une accalmie aux deux belligérants. Nous appelons le gouvernement camerounais et les sécessionnistes à ouvrir des couloirs humanitaires afin de porter assistance aux nécessiteux. Un rapport de l'UNICEF du 3 novembre dernier indique que près d'1,9 million de personnes ont besoin d'assistance humanitaire. Bien avant cette sortie de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, des émissaires de l'Union africaine, la francophonie et le Commonwealth ont séjourné au Cameroun, échangeant avec le gouvernement, les acteurs politiques sur les voies et moyens pour un retour à la paix dans les deux régions anglophones du Cameroun. Et dans ce contexte international, il y a des chercheurs de l'Université de Toronto au Canada qui viennent de lancer une base de données mondiale sur les atrocités commises dans le cadre de la crise anglophone au Cameroun. Ils comptent mettre sur pied cette base de données mondiale afin de recueillir ces violations des droits de l'homme dans l'intention de pouvoir saisir la justice internationale, mais également de permettre la mise en place d'une commission réconciliation, vérité et justice au Cameroun. C'est une initiative des chercheurs de l'Université de Toronto au Canada pour mettre sur pied une base de données mondiale sur les atrocités de la crise anglophone au Cameroun. Et dans ce contexte de pression internationale, une session extraordinaire du Parlement vient d'être convoquée pour le vendredi 13 décembre 2019. À 48 heures de ces assises cruciales, les parlementaires ne connaissent rien de l'ordre du jour de ces travaux. Pour autant, ils fondent leur espoir sur les mécanismes à mettre en place pour l'application des recommandations du grand dialogue national. Ils réagissent dans ce reportage que signent Élisée Bogba et Ike Cyril. La session ordinaire à peine achevée, l'Assemblée nationale est à nouveau convoquée, cette fois en session extraordinaire. Une convocation qui arrive à point nommé, selon des députés pour qui elle servira à poser les jalons de la résolution de la crise anglophone. Nous ne pouvons pas aller aux élections dans les conditions actuelles parce que les gens continuent d'être kidnappés dans ces deux régions-là. Peut-être, si de bonnes solutions sont prises au cours de la session extraordinaire qui est convoquée pour vendredi prochain, certainement la paix peut revenir. L'ordre du jour n'a pas été annoncé, mais les élus refusent d'imaginer une session extraordinaire consacrée au report des futures élections. On ne peut pas convoquer une session extraordinaire pour reporter les élections. Mais le travail qu'on peut abattre au cours de cette session extraordinaire peut peut-être amener les dirigeants de notre pays à penser à un éventuel report des élections. Dans leur supputation, ils pensent beaucoup plus à l'implémentation des recommandations du grand dialogue national, en ce qui concerne notamment le statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il devait y avoir une priorité. Ça ne peut être que cela. C'est-à-dire permettre aux élus de se pencher véritablement sur les conclusions, sur certaines conclusions du grand dialogue national. S'il faut doter les régions du nord-ouest et du sud-ouest d'un statut spécial, ça ne peut que passer par la révision des lois de 2004, plus précisément la loi portant sur les régions. La question de la décentralisation
selon les députés, pourra également faire partie des sujets à débattre au cours de la session extraordinaire. Je crois savoir que cette session extraordinaire est là pour répondre aux attentes des Camerounais qui voudraient voir des lois fortes visant à poursuivre le processus de décentralisation. Je peux déjà considérer cette session extraordinaire comme étant la session extraordinaire de la décentralisation. Si la convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire ne souffre d'aucune irrégularité, d'autant qu'elle reste conforme à la Constitution, les sujets à en débattre, quant à eux, font l'objet de beaucoup de supputations. Selon la Constitution, l'Assemblée nationale s'est réunie en session extraordinaire pour une durée de 15 jours sur un ordre du jour déterminé à la demande du président de la République du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, de nombreux accidents mortels enregistrés encore sur les routes en cette période de fête de fin d'année. Et l'on note qu'à du côté sur l'axe Douala et Deya, il y a un minibus parti de Yaoundé qui a fait un grave accident au niveau près d'Edea. Sur le coup, 4 personnes sont mortes. De nombreux blessés ont été transportés à l'hôpital d'Edea. Sur les circonstances de cet accident mortel, je vous propose de suivre le récit des faits avec Xavier Foka et Séverin Chouban. C'est ici au lieu du Kakazo, à 6 km du centre-ville d'Edea, que 4 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation qui a impliqué ce minibus parti de Yaoundé et un gros porteur de transport interurbain en provenance de Boya et se rendant dans la capitale politique. Nous partions de Boya pour Yaoundé. Et subitement, à cet endroit-ci, le bus, il y avait le minibus Yas a fait tourner devant nous. Et notre chauffeur a donc esquivé ce bus-là et a entré à bouche. Les débris éparpillés sur le sol, les épaves et la carcasse de ce minibus démontrent à suffisance la gravité du choc qui aurait fait plus de victimes et causé bien plus de dégâts, n'eût été la vigilance du conducteur du gros porteur. Ça a fait tourner devant nous et le chauffeur de Moussangou était très vigilant. Il a donc esquivé et il est entré en bouche. La chance que le bus Moussangou n'a même pas frôlé la Yes. Si ça frôlait la Yes, peut-être que nous serons tous morts. L'excès de vitesse du conducteur du minibus est pointé du doigt comme la cause principale de cet autre accident de la route. Les autorités appellent les usagers à plus de vigilance à l'approche des fêtes de fin d'année. Le phénomène d'enlèvement des enfants prend de l'ampleur dans la région de l'Ouest. Un autre cas d'enlèvement signalé à Tian a plongé la famille dans le désarroi total. Le récit des faits avec Leclerc Sakem. Il ne se sépare jamais de moi. Il ne se sépare pas de moi. Il est notre agneau. Cette maman est inconsolable. Depuis dimanche dernier, jour de l'enlèvement de son fils au quartier photo dans la ville d'Ouchang. Je suis sortie. J'ai les avions de 17h30 qu'on m'appelle aussi qu'on ne le voit pas. Et mon fils racontait qu'une tata a tenu sa main hors de la barrière. Il les a tenu la main qui viennent prendre le yaourt. Il les a pas amenés à la boutique du quartier, il les a amenés plus loin. Elle a acheté 2 sachets de yaourt. Elle a donné un sachet à Dieu merci qu'elle a déchiré, il consommait déjà. Elle a donné un sachet à Nasser. Elle a mené Nasser et Karim dans une piste où il y avait peu d'air. Elle a demandé à Nasser de rentrer. C'est quand il rentre qu'on lui demande où est ton frère. Il dit qu'une tata l'a amené. Quel que soit cette tata, il ne sait pas qui c'est. Maman, ramenez-moi mon fils. Cette dame, dont l'identité reste un mystère, s'est pointée devant les enfants. Karim et son aîné, sa recette du yaourt pour appâter les gamins. J'ai appelé ma petite fille qui était à la boutique. Est-ce que tu reconnais ce bébé à qui tu as servi le yaourt? Elle me dit oui. Le bébé était accompagné avec une jeune dame. Elle avait une jeune dame, elle n'a pas prêté attention puisqu'elle était pressée, elle voulait fermer la boutique et aller se faire coiffer pour l'école de lundi. Elle a donc donné 2 yaourts à la fille. Au moment de prendre la clé pour mettre dans la tâche et de tourner, elle a vu comment elle était en train d'ouvrir le premier yaourt et donner au tout petit bébé. Oui, elle a donc fermé. Et puis elle s'intéressait maintenant à son sac de dedans puisqu'elle devait pouvoir aller se coiffer. Il se faisait déjà tard. La mystérieuse dame va intimer à l'aîné de retourner à la maison avant de fondre dans la nature
avec le jeune garçon. Les recherches pour retrouver le jeune Joumessi n'ont rien donné jusqu'ici. Au sein de la famille, c'est la consternation. Les parents et proches accompagnent les efforts avec les prières dans l'espoir de revoir leur fils sain et sauf. Alors que les populations de la Bédoua croyaient que ce phénomène ne relève plus que du passé, qu'il refait surface. Ce cas vient tirer la sonnette d'alarme. Il faut garder l'œil ouvert, car les hommes sans foi ni loi sont dans la nature. Remettez-moi mon fils, je vous en supplie, qui que ce soit. La cybercriminalité fait également de nombreuses victimes au Cameroun. Vous avez certainement reçu dans votre téléphone portable des messages vous invitant à saisir un code en vue d'obtenir du crédit ou alors de l'argent via votre mobile money. Et pourtant là, il s'agit d'arnaques de la part des cybercriminels. De nombreux Camerounais ont été victimes de ces arnaqueurs. Comment identifier ces messages ? Comment les victimes réussissent-elles à résister à ces messages des arnaqueurs? Et que font les opérateurs de téléphonie mobile pour lutter contre la cybercriminalité? Élément de réponse avec Michel Ngachou. La transaction financière au Cameroun est à la mode. Chacun de son téléphone choisit de recevoir un mandat ou d'en faire un dépôt à un quelconque destinataire. C'est le monde des filous sans save à tort et mettent à mal plein d'usagers du mobile money à travers ce type de messages. Bravo chers clients, vu votre consommation de l'année antérieure, votre numéro a été tiré au sort. Ils poursuivront en vous donnant le montant, l'agence dans laquelle effectuer le retrait et vous donnant même le nom d'un individu à contacter. D'autres techniques et différentes approches sont nombreuses. Entrez votre code PIN pour confirmer le transfert de 100 francs à X personnes, avec des références à l'appui. Un phénomène dont nombreux usagers attestent de son existence. Il y a eu ça 2 fois. La première fois, c'était un message qui me disait que je venais de recevoir de l'argent. Quand tu reçois de l'argent, c'est plutôt les bannières qui s'affichent. Mais là, ça semblait, c'était carrément un message écrit par quelqu'un comme vous et moi. Justement, j'ai senti qu'il y avait du faux. Il m'a demandé, madame, tu as comme ça, MTN comme ça, tu as gagné comme ça dans Oura Money. Regarde ton code, il dit, mais fous-moi le camp. Ça, tu n'as rien à me dire là-dedans. Montre-moi dans quel bâtiment dans quel poste tu es, ou bien dans quel numéro de table tu es. Il a commencé à m'engueuler. En passant le coup de fil en tant que pseudo-cadre, les arnaqueurs s'évertuent considérablement. Il fait une fois, on m'a envoyé le message. Quelques temps après, un numéro quelconque m'appelle, il me dit que j'ai gagné de l'argent. Je lui dis que non, je n'ai pas gagné, je ne pense pas que j'ai gagné l'argent. Toi, tu es qui? Est-ce que tu peux te présenter? C'est où il a même raccroché en fait. Une situation que ces Camerounais tentent bien que mal de repousser. Un client arrive et qui me dit qu'il a reçu un message disant qu'il a peut-être gagné un lot. Donc tu ne dois pas gérer ça, c'est de la pure arnaque. Ne répondait pas et ne rechargeait rien. En ces temps qui courent, vigilance et méfiance sont au rendez-vous. La production des statistiques se heurte au Cameroun à de nombreuses difficultés. D'abord, l'insuffisance des ressources financières et la réticence de certaines administrations publiques à participer à la collecte de ces données importantes pour le diagnostic de la mise en place des stratégies publiques et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. L'Institut national de la statistique a sensibilisé l'administration publique à Yaoundé sur les enjeux de fournir des données fiables en vue de les collecter et les traiter pour améliorer les stratégies de développement public au Cameroun. Des précisions avec Marcelin Gansop. La production régulière et de bonne qualité des statistiques reste un défi majeur à relever par les différentes administrations. Lorsque nous nous rapprochons de nos collaborateurs de la base, ils vont vous dire que les moyens de collecte de ces statistiques ne sont pas toujours mis à leur disposition. D'autres problèmes que nous avons, ce sont les outils de collecte. Nous avons aussi un problème de formation. Nous ne sommes toujours pas les experts en statistique. Les difficultés que nous rencontrons par rapport à la collecte des données statistiques sont au niveau du financement parce que lorsque vous analysez les données, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être 2 départements qui n'ont pas donné et ça rend le travail difficile. Il y a aussi le fait que la culture statistique n'est pas encore suffisamment ancrée dans les habitudes, ce en dépit de l'importance des données dans l'élaboration des politiques publiques. Les administrations ne sont pas très bien outillées pour pouvoir savoir quoi produire et c'est pour cela que nous devons nous rapprocher de ces administrations, nous en tant qu'institutions techniques, pour pouvoir les aider
à pouvoir collecter leurs données. Parfois, certaines se reconnaissent. Comme ils se reconnaissent, on demande les données, ils se disent que non, peut-être c'est pour les coincer après, alors que c'est juste pour améliorer le rendement et la productivité. Donc à 60%, ils sont réceptifs. Autant de barrières qu'il convient de lever pour baliser le chemin en vue de la production régulière des statistiques de qualité dans la région du centre. Cela signifie qu'on a besoin des chiffres de toutes les administrations sectorielles pour une bonne prise de décision au niveau de notre région. Nous devons connaître exactement tout ce qui se passe, chiffré au niveau de la région. Dans cette perspective, l'INS se tient à la disposition des différentes administrations pour améliorer ce qui doit l'être. Le budget de chaque administration, il doit avoir un volet sur la statistique, tant au niveau régional qu'au niveau départemental, qu'au niveau national même. Nous rassurons toutes les administrations, toutes les structures que l'INS est là pour les aider. Parce que nous sommes outillés, nous avons du potentiel pour avoir les données statistiques. Vous n'avez qu'à regarder tout ce que nous produisons. La production statistique fait de plus en plus face à la rareté des ressources financières. Une problématique qui était au cœur des activités de la célébration de la journée africaine de la statistique. Restons à Yaoundé où des vendeurs à la sauvette ont été sommés de libérer les emprises de la poste centrale. Le préfet du Mfundi leur reproche de favoriser le désordre urbain et d'occuper de façon illégale ces sites. Ces commerçants concernés ne l'entendent pas de cette oreille. Ils exigent un site de recasement approprié et comptent rester dans les environs de la poste centrale malgré les sommations de déguerpissement, de libération des emprises de la poste centrale. C'est le constat que font nos reporters, Joël Essengé et Marcelin Gansop. Il est bientôt 18h dans la capitale. Le rond-point de la poste centrale grouille de monde. À 7h en principe, le centre-ville se vide de ses occupants. Pourtant, on a l'impression que c'est maintenant que le jour se lève pour certains. Eux, ce sont les vendeurs à la sauvette, de part et d'autre. Chaussures, vêtements, accessoires de téléphone et divers articles sont proposés aux passants. Tout se passe comme si de rien n'était, alors que depuis le 4 décembre dernier, le préfet du Mfundi a demandé à tous ces commerçants ambulants de libérer les lieux dans un délai de 2 semaines. Je vends les protèges 4, c'est parce qu'il n'est pas le capital pour aller m'installer quelque part pour vendre. Si l'État peut créer les emplois pour que nous on pas rester là-bas pour travailler, nous on va aller rester là-bas pour travailler. Je ne suis pas content de venir le matin rester sur le soleil jusqu'au soir. Pour ne rien avoir, il y a des jours que je n'ai même pas 1000 francs dans ma poche. Et je suis un père de famille. Donc si avec le capital, je ne pouvais plus rester à la poste centrale sur le soleil. Dans son communiqué radio-presse, le préfet du Mfundi invite les vendeurs à la sauvette à rejoindre l'espace qui leur est réservé au marché Mokolo depuis le 13 novembre 2019. Nous on attend que le préfet lui-même vienne sur place, nous dit bon, allez vous caser à tel endroit parce que jusqu'ici, il n'y a aucun comptoir libre à Mokolo. Présentement, il n'y a aucun comptoir. Tous les comptoirs de Mokolo sont vendus. Il y a parmi nous là ceux qui sont allés, qui sont même fait enregistrer, ils ont pris le numéro de comptoir. Le lendemain, ils arrivent, les propriétaires des comptoirs surgissent. Vraiment, on ne comprend pas ce qui se passe. Le problème majeur n'est pas nous les vendeurs. C'est d'abord les Nangabou qui sont dans la rue là. Ils sont plus nuisibles que nous. Si nous ne sommes pas là, c'est que vous allez trouver les cadavres des gens ici là chaque matin. Ils agressent même en pleine journée. Le problème majeur, cherchez d'abord à recaser les petits Nangaboko qui sont partout. Ils sont versés là, ils sont plus nombreux que nous les sauveteurs. Ils arrachent, ils suturent les gens. Ils ont les couteaux, même soit les lames de rasoir. Joint au téléphone, le président de l'association des vendeurs à la sauvette du Cameroun dit ne pas être au courant des comptoirs dont parle l'autorité administrative. Toujours est-il que le patron du Mfundi a donné jusqu'au 18 décembre aux commerçants ambulants pour libérer la poste centrale et les alentours. Ce que ces derniers n'entendent pas de cette oreille. Moi, je suis une mère d'enfants. Je me débrouille en vendant la banane. J'ai des enfants et des petits-fils. C'est cette banane qui me permet de payer la scolarité. J'ai des enfants qui sont à l'université. Celle-ci doit faire le bac. Elle est au lycée technique. C'est cette banane que je vends. Alors je supplie à la dame de nous laisser au moins vendre de 17h même jusqu'à 23h. Elle nous laisse vendre. Nous on va aller où? Et qu'est-ce qu'on va devenir? De 17h à 22h et parfois jusqu'à minuit, le temps suspend son vol au rond-point de la poste centrale. Le commerce ambulant a tous les droits. Comme quoi, une fois Awara parti, ces vendeurs à la sauvette dansent à la quête de la pitance quotidienne. Traqués en journée par la police municipale. C'est à la tombée de la nuit, à partir de 17h, que les vendeurs à la sauvette investissent, comme on peut le constater, le rond-point de la poste centrale.
Ces derniers voient d'un très mauvais œil la décision du gouvernement de les faire partie d'ici. C'est ici qu'ils cherchent leur pitance quotidienne. Ici, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Le comité pour la protection des journalistes vient de publier un rapport annuel sur les journalistes emprisonnés dans le monde entier. Près de 7 journalistes ont été recensés au Cameroun. Selon CPJ, il s'agit de Paul Chouta, Amadou Vamulke, Mancho BBC, Samuel Ouazizi, Thomas Awas Jr., Steve Conrad et également Wawa Jackson. Dans son rapport, l'avocat de Paul Chouta a déclaré à ce comité qu'il pensait que les accusations étaient des représailles contre ce journaliste web, réputé pour ses reportages critiques contre le gouvernement. Paul Chouta a été emprisonné en mai 2019 et est détenu en attendant son procès sur des accusations de diffamation et de propagation de fausses nouvelles suite à une plainte de l'écrivaine Caliste Béala. Plusieurs organisations internationales des droits de l'homme demandent la libération de Paul Chouta et le respect de la liberté de presse au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le Cameroun, une fois de plus, la cible des critiques de la part de la communauté internationale. Vous avez suivi dans ce journal d'abord le rapport du secrétaire général des Nations Unies qui recense la détérioration de la situation humanitaire, l'aggravation des cas de violation des droits de l'homme et la non-application des recommandations du Grand Dialogue National. Il a insisté dans son rapport présenté au Conseil de sécurité sur la nécessité pour le Cameroun de poursuivre un dialogue avec les chefs des groupes armés dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, avec les chefs de l'opposition au Cameroun pour une application concertée des recommandations du Grand Dialogue National. Et ensuite, il y a les États-Unis qui ont haussé le ton, demandant l'ouverture des couloirs humanitaires pour prendre en charge les personnes déplacées et qui sont victimes de ces violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, qui ont également demandé à l'Union africaine de mettre davantage la pression sur le Cameroun pour une résolution urgente et pacifique de la crise anglophone. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.